9h20, merci d'être avec nous. Jeannette Bougrab est avec nous, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sous Nicolas Sarkozy, présidente de la HALD, ancienne présidente de la HALD. Un silence de mort, c'est le livre qu'elle nous présente aujourd'hui, Une sale guerre oubliée au Yémen, aux éditions du CERF. Oui, bonjour Jeannette Bougrab. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et il y a l'hommage à Samuel Paty ce matin, dans le contexte que l'on connaît, donc encore plus compliqué évidemment qu'en temps normal. Oui, parce qu'effectivement, juste après, c'est l'attentat évidemment de Nice. Oui, donc, bien sûr. Plus le confinement avec des protocoles sanitaires. C'est difficile d'expliquer qu'on s'est. Après Samuel Paty, on a dit la barbarie ne passera plus, et en fait, quelques jours après, à nouveau, des gens sont morts dans une église, et donc voilà, donc c'est compliqué à expliquer à des enfants. Voilà, oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'à l'école, il faut quand même continuer d'apprendre la laïcité et les caricatures ? Mais la laïcité ne s'apprend pas, en tant que telle, parce que je vous rappelle que l'école est laïque. Donc de toute façon, les écoles publiques sont laïques. Il y a un principe de neutralité. Et ce qu'apprend l'école, c'est la critique, c'est d'être capable de prendre une distanciation. Donc c'est pour ça que de but en blanc de dire qu'on apprend la laïcité, c'est pas ça. On la vit au quotidien. C'est quelque chose qui doit. Moi, la laïcité en tant que femme d'origine arabe et de culture musulmane, ça a été pour moi la plus grande libération, la plus grande émancipation, parce que c'est la sécularisation du droit. C'est permettre à des femmes qui, comme moi, sont de culture arabo-musulmane, de se dire qu'une femme est l'égale de l'homme. C'est exceptionnel, la laïcité. Ça permet, en tout cas, de vivre ensemble. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Et je vous entendais tout à l'heure, vous avez raison. C'est lire le discours de Jaurès à des petits de CP, de CE1, c'est pas évident à expliquer. Mais je crois que c'est un apprentissage qui est tout au long de la scolarité. En fait, c'est pas tout au long de la scolarité, c'est tout au long de la vie qu'on apprend à vivre ensemble. Voilà. Un lieu d'intégration. L'école doit être un lieu d'intégration. Pour moi, ça l'a été. Donc, l'école de la République, quand on parle des hussards, on a beaucoup parlé de Camus, l'enfant pauvre d'Alger, qui a dédié son prix Nobel de littérature, lui qui était de parents très pauvres, l'orphelin, qui obtient le sacre, le prix Nobel de littérature, et qui écrit à son instituteur. Ouais. Donc, moi, je garde un souvenir ému de certains de mes professeurs. Mes parents ne savaient pas lire et écrire. Sans eux, je ne serais pas là où je suis. Ouais. Et sur les caricatures, parce que d'un côté il y a la laïcité, et puis alors il y a ce qui est une spécificité un peu française, même si ça se fait aussi un peu partout ailleurs dans le monde quand même. Non, les caricatures, non ? Ça fait pas. La France, la grande force de la France, et c'est lié à son histoire, c'est d'avoir inscrit dans sa constitution la laïcité. C'est vrai que on est l'une des rares constitutions. Il y avait la Turquie, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu changé. Mais du coup, notre conception, notre rapport à la religion est lié à notre histoire, et donc c'est le blasphème est autorisé, mais c'est lié aussi à un combat qui a duré plusieurs siècles. Voilà, donc c'est pas le cas dans tous les pays européens. Le blasphème existe ailleurs. Oui. Alors vous avez évoqué la Turquie. Il y a eu cette interview, cet entretien ce week-end d'Emmanuel Macron sur Al Jazeera. Sur Al Jazeera, à destination en fait des musulmans, bien sûr. Comment vous l'avez perçu en fait ? Il y a besoin de jouer un peu cette carte de l'apaisement. Vu que c'était le feu un peu partout, c'est-à-dire que ce qui était, je pense que, j'ai fait une interview dans le Figaro Vox ce week-end. Je disais que je pense qu'ils n'ont pas anticipé que ça pouvait déclencher une telle vague de protestation à travers le monde. Je pense que ils ont pensé qu'effectivement ils s'adressaient je pense que c'est les conseillers du président, parce que quand on fait le discours de la Sorbonne, je pense pas qu'ils pensaient qu'ils s'adressaient aussi à l'Oumma, à la communauté des musulmans du monde entier. Donc ils pensaient qu'ils s'adressaient effectivement à nos concitoyens, et en parlant de concepts, de notions qui nous sont propres. Voilà. Évidemment, l'Oumma ne connaît pas de frontières, en fait. Donc, quand vous parlez de cela, vous parlez au monde entier. Et on l'a vu, c'est bizarre d'avoir oublié ça si rapidement. On oublie lors de la publication des caricatures du prophète par le journal danois. On oublie les versets sataniques de Salman Rushdie, qui vit toujours sur une fatwa. Enfin, c'est très surprenant à quel point les gouvernements se succèdent et à quel point ils sont amnésiques. Voilà. Et donc, que vous soyez... Donc ça veut dire qu'il n'aurait pas dû prononcer ces mots ? Non, c'est pas ça que je dis. Jamais.
Jamais renoncer, etc. Je dis juste qu'il faut savoir ce qui se passe depuis des dizaines d'années, en réalité, dans le monde. Je parle souvent de l'Algérie parce que c'était la décennie noire, c'est 200 000 morts. Enfin, c'était comme on est sœurs avec l'Algérie. Donc, cet islamisme radical, on le connaît, on sait combien, en fait, et vous parlez du Qatar. Madani, qui était l'un des fondateurs historiques du FIS, qui a appelé à l'insurrection armée, était réfugié au Qatar. Donc, c'est pour ça que c'est très surprenant, voilà. Il y a eu récemment un documentaire de Georges Malbruno et Chenet, en fait, des anciens otages, sur justement le Qatar et le financement d'un certain nombre d'organisations qui prônent un islam politique et radical. Bon, ben voilà, c'est tout. Je dis juste qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a des choses difficiles. Et puis d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est bien exprimé en disant que certains lycées français de l'étranger ne vont pas nécessairement ouvrir. Vous comprenez bien, le lycée français au Qatar ou d'autres ne vont pas parler de la laïcité de la même manière que dans l'Hexagone. Donc il faut se rendre compte, il faut le penser. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours justement de la France vis-à-vis du Qatar et de l'Arabie Saoudite ? Ah ben, il y a totalement un double discours. Enfin, c'est quand même hallucinant parce que ce livre, c'est aussi dénoncer cette compromission. C'est même pas, c'est notre schizophrénie à vouloir lutter contre l'islamisme et avoir pour alliés ceux qui ont financé et qui continuent de financer à travers des fondations, des mouvements rigoristes qui sont à l'origine des plus graves attentats ces dernières années. C'est quand même très surprenant. Je suis pas la seule à le dire. Le juge Trévidic, l'ancien juge terroriste, elle l'explique aussi. Donc je ne suis pas la seule à partager cela. Kamel Daoud, il y a quelques années, dans le New York Times, en parlant de l'Arabie Saoudite, dans un article peut-être provoquant pour certains, disait que c'était l'Arabie Saoudite, un Daesh qui a réussi. C'était dans le New York Times. Donc vous comprenez bien, quand vous armez, quand vous vendez d'un certain nombre de choses et que vous accueillez à bras ouverts ceux qui, de l'autre côté, financent, notamment, ça doit être la grande mosquée à Mulhouse, de mémoire. C'est quand même, ça c'est les Qataris. C'est quand même assez compliqué. Voilà, vous ne pouvez pas. C'est comme quand on a armé les talibans contre l'Union soviétique. Après, faut pas s'étonner de ce qui arrive. Et quand on a des principes, quand on a des convictions, on peut pas, et c'est l'objet de ce livre, c'est-à-dire armer ceux qui financent et qui ont armé idéologiquement des mouvements terroristes, ceux qui en ce moment ont fait plus de 200 000 victimes dans un des pays les plus pauvres de la péninsule arabique, et de se dire, la main sur le cœur, nous allons lutter ensemble contre l'hydre islamique. Allez, nous allons poursuivre avec Jeannette Bograb, qui est notre invitée jusqu'à 10h, avec dans un instant des appels, 0826 300 300. Est-ce que il faut justement continuer d'apprendre, comme on l'a dit, en fait, ces caricatures. On parle aussi d'un islam de France. Est-ce qu'on peut réussir à le mettre en place ? Enfin, il y a beaucoup de questions. Et puis, est-ce que c'est aussi l'importation sur notre territoire, finalement, de ce conflit, de cette bataille entre grands pays leaders, en fait, arabes ? Toutes ces questions, nous allons les évoquer, alors que, on vous le rappelle, il y a l'hommage ce matin à Samuel Paty. Et vos questions aussi au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, 9h28. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Jusqu'au 15 décembre, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, ça s'appelle Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen aux éditions du CERF, avec Jeannette Bograb qui est avec nous, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sous Nicolas Sarkozy. Oui, et beaucoup d'appels au 0826 300 300 pour Jeannette Bograb et puis pour réagir aussi à cette actualité. Et c'est Florence, c'est ça, ouais, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Oui. Bonjour Florence. Oui. Bonjour, merci de me prendre au téléphone. Je ne suis jamais venue dans votre émission. Bonjour madame. Voilà. Bienvenue. Madame Bograb, je vous avais lu avec Ma République se meurt, donc je vous connais par rapport à ça. C'était il y a déjà 10 ans. Ouais. Parce que vous étiez, ça ne rajeunit pas. Oui, je vous avais entendu à la télé, et bon, c'est vrai que vous étiez une femme, je ne fais pas de politique du tout, et bon, c'est vrai qu'il y a 10 ans, je me suis intéressée, vous étiez la seule femme qui me parlait directement et que je comprenais un peu ce que vous disiez et avec lesquels j'étais d'accord. Donc, oui, pour en revenir donc à ces caricatures, on est en France quand même et les caricatures, elles sont là déjà depuis longtemps, avec les rois, etc. Donc, quand vous dites qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on dit, moi je suis pas d'accord. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, moi, je l'ai dit j'ai dit il y a une semaine. Moi, je ne cède jamais, je mets jamais un genou à terre.
Non, je dis pas ça. Je dis qu'il faut dire aux Français, et c'est qu'il y aura du sang, du sueur et des larmes. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà, il faut. Moi, je suis et je l'ai écrit, hein, et tous mes livres sont là pour en témoigner. Ce que j'essaye de dire, c'est que je crois qu'on ne vaincra pas. Et on n'arrivera pas à bout de cette guerre qui est une guerre mondiale, qui ne connaît pas de frontières, en pensant qu'en adoptant qu'une simple loi ou un décret, on va lutter et on va mettre fin aux attentats sur notre sol national. Ah mais là, je suis complètement d'accord. Et donc c'est ça. Donc c'est ça que j'ai juste voulu dire ça, et pardonnez-moi maladroitement, parce que même quand vous allez sur Al Jazeera vous exprimer sur une chaîne de télévision qui est polémique, hein, qui a fait l'objet d'un certain nombre de controverses, parce que notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de la création d'Al Jazeera, c'est aussi un outil d'influence de la part du Qatar. Donc, ces 40 millions de personnes, si vous pensez que les gens qui vous écoutent vont adopter votre conception ou notre conception de la liberté, de notre rapport à la religion, vous vous trompez. C'est juste ça que je disais, parce que ce sont des gens qui sont fanatisés, vous voyez, parce que je pense souvent... Pardonnez-moi, juste Raif Badawi, parce que vous voyez, on parlait de Ben Salman, le nouveau prince d'Arabie Saoudite. Je rappelle que Raif Badawi, pour avoir dit en Arabie Saoudite qu'on est tous égaux, quelle que soit sa foi religieuse, a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, qu'il reçoit le vendredi, le jour de la prière. Voilà. C'est ça et que je disais. Non, mais... Pardonnez-moi. C'est évident, moi j'ai bientôt 50 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais animatrice. Hein. Ouais. Allô ? Oui, on vous entend. Florence, j'étais animatrice sportive, donc j'avais la chance, j'étais en montagne et je recevais tous les gamins des cités, de Paris ou de Marseille, donc tout était mélangé. Il n'y avait pas ce problème à ce moment-là. Moi, j'étais ravie. On avait de tout, et notamment des petits arabes, comme on disait, mais c'était génial. Bon, il n'y avait pas de problème avec. Mais s'il y en avait un qui mangeait pas de jambon, c'était pas grave. Et moi, j'étais ravie parce qu'on les sortait de leur cité. Bon, pour moi, ça allait dans le bon. Et en fait, il n'y a qu'une régression en France. Moi, je vais vous dire, je suis allée au Maroc pendant pratiquement une année parce que j'allais surfer là-bas, et j'avais un ami là de Lyon qui était d'Agadir et qui me dit ça fait 10 ans que je suis pas venue. Je fais viens. Il est venu me rejoindre. Bon, il a de la famille évidemment à Agadir. Il m'a dit mais Florence, je comprends pas. Je fais quoi? Il dit il y a que des femmes où aller. Je fais moi c'était la première fois, c'est en 2012. Hein. Ouais. Moi c'était la première fois que je venais. Je dis c'est normal. J'étais jamais venue. Il me fait non c'est pas normal Florence. Il y a 10 ans c'était pas comme ça. Donc déjà ça m'a fait tilt, et c'est depuis justement 2012 là où j'ai lu votre livre Madame Bougrab. Que je me suis rendu compte de ce phénomène. Bon, moi, après, j'ai quitté l'animation, mais je sais très bien ce qui se passe en interne. Les grands frères, comme on les appelait, animateurs, étaient très, très mauvais avec les enfants. Bon, aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis devenue radicale. Et comme vous le dites si bien, ces politiques qui pactent avec le diable, on va pas s'en sortir. Et c'est comme ces associations. Moi, je vois sur Hendaye, sur Briançon, je sais pas si vous avez entendu parler, partout, cette femme qui ramène les migrants. Mais si on ramène les migrants, qu'on n'est pas capable de les éduquer, etc., ça fait ce que ça doit faire. Ça doit être fermé aussi. Ça, je ne comprends pas. On dit... je veux dire, en plus de l'ouverture des frontières, il y a des associations qui tous les jours accueillent 40 personnes et après les laissent passer en France. Ça, c'est inadmissible. Moi, je change catégoriquement de gouvernement. Hein. Je vous le dis, depuis 10 ans, j'ai un carton et je ne suis pas raciste. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis raciste. J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux dire, moi, j'ai envie d'être en jupe. J'ai envie de... vous savez, je travaille à côté de la mer. J'étais sauveteur secouriste maintenant depuis 10 ans. Évidemment, on est souvent en robe, etc. Mais je suis sûre que vous n'êtes pas raciste. Vous n'êtes pas raciste. C'est peut-être un peu fort. J'ai vécu au Maroc, alors c'est pour vous dire. C'est bien, mais je sais je comprends ce que vous voulez dire. On n'est pas raciste. Mais c'est vrai que il y a quand même une part de trahison de la part d'une certaine élite, parce que j'étais pas en France parce que je suis partie quelques années quand il y a eu la polémique dans le 18e arrondissement et des filles se faisaient agresser dans le 18e arrondissement, et que certaines nouvelles féministes disaient
il n'y a qu'à élargir les trottoirs parce que comme ça, c'est parce que les trottoirs sont trop étroits, pas assez larges, etc. Ou bien quand il y a eu les viols à Cologne la veille du jour de l'an, quand la mairesse de Cologne a expliqué que les femmes devaient se tenir à un bras des hommes. Donc là, c'est vrai que les bras m'en tombent. Mais il y a une trahison, c'est comme ça qu'il faut le dire. Moi, j'ai 47 ans, donc vous voyez, on est quasiment sœurs. Donc, et j'ai grandi dans des quartiers. Vous êtes toutes jeunes, toutes les deux. Non, voilà. non. On m'a dit que j'étais vieille, donc c'est trop. Mais non. Si, on m'a dit que j'étais vieille dans ces combats-là, etc. J'ai dit, peut-être que je suis vieille. Ah bon, dans ces combats-là. C'est-à-dire, mais qui vous dit ça? Qui vous dit ça, Jeannette Bougrabe? Et donc, en disant que qu'il fallait réexpliquer, j'ai dit, mais vous plaisantez, ça fait plus de 30 ans que ça dure cette histoire. Il dit, oui, mais c'est normal, vous êtes tout le temps sur ces sujets-là. Je dis, mais non, c'est quand on est une jeune femme, vous vous souvenez des premières affaires de voile à Creil, dans l'Oise, c'est là où la République a cédé, c'est là où effectivement, alors même qu'on aurait dit le voile à l'école, c'est pas possible. Eh bien, il ne servait à rien d'aller saisir le Conseil d'État. Et ensuite, Jacques Chirac a fait la loi sur les signes ostentatoires. Mais c'est quand même là où quand on n'a pas l'autorité de dire que l'école doit être un sanctuaire protégé, c'est qu'on a un problème. Mais il y a aussi un problème sur les musulmans de progrès qui eux aussi sont stigmatisés, forcément. Mais je sais pas réellement ce que ça veut dire en fait. Pour tout vous dire, moi ce que je comprends pas, c'est que et vous savez, il y a eu toute une polémique sur les journaux, les articles des journalistes anglo-saxons, parce que les anglo-saxons ne comprennent pas que la France, qui se dit un État laïque et qui est séculaire, en fait, qui s'occupe de vouloir réformer un texte qui date du 7e siècle, ce qui n'est pas totalement faux. Est-ce que c'est le rôle de l'État de dire comment les musulmans doivent pratiquer leur culte? Moi, je ne le crois pas. Par contre, l'État doit faire respecter le principe d'égalité entre hommes et femmes. L'État a appliqué le principe de laïcité. L'État a appliqué le principe de neutralité dans les services publics. Et on sait que dans les hôpitaux, vous avez certains agents qui portent le voile, certains agents ne veulent pas nettoyer des patients parce qu'elles sont du sexe opposé. Donc ça, c'est inacceptable. Moi, il ne s'agit pas d'aller réformer, que même il ne viendrait pas à l'idée de demander à l'Église catholique d'accepter le mariage pour tous. Enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'État doit faire appliquer la Constitution qui a été ratifiée par le peuple, doit faire appliquer les lois, et voilà. Je ne parlais pas de réforme, hein. Non, je disais que... Pardonnez-moi, ce que je pense, c'est que l'État n'est pas capable, n'a pas vu en fait un certain nombre de ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam, et a préféré en fait donner l'asile ou l'accueil à des fondamentalistes. Et le premier à qui on a donné l'accueil, c'est Khomeini. La France ne donne pas l'accueil à des intellectuels qui risquent leur vie parce qu'ils proposent une interprétation différente du texte coranique. La France a eu pour habitude d'accueillir ceux qui vont théoriser en fait l'État islamique, à savoir l'État ou les théocraties musulmanes, que ce soit des fondateurs du Front islamique du salut, soit Khomeini, puisque je rappelle que même à l'époque, Giscard d'Estaing avait affrété un vol pour pouvoir ramener Khomeini au lendemain de la révolution islamique. Mais à quel moment? Parce que vous avez été secrétaire d'État, ministre, Jeannette Bougrabe. Évidemment, et pendant ces années-là, c'était dans les années 2008. Pendant toutes ces années, il y a eu quand même la montée progressive de cette vague en fait de l'islamisme, effectivement, en France. Oui, non, mais elle date pas dans le monde politique, justement, dans les arcanes en fait du pouvoir, qu'est-ce qu'on se disait? Parce qu'on le voyait, on y assistait. Il y avait du déni, c'est ça? Non, mais moi je l'avais dit, j'avais dit dans le Parisien, ce qui m'avait valu plus qu'une avoinée, j'ai failli être virée pour cela. J'ai dit, il n'y a pas d'islamisme modéré, il n'y a pas de charia light. Parce qu'au lendemain de la chute vous savez, au moment du printemps arabe, tous les autocrates qui étaient au pouvoir depuis plus de 30 ans sont tombés. Et ce qui est arrivé au pouvoir, c'est les islamistes. En Tunisie, c'était Ennahda. En Égypte, c'était les frères musulmans. Et alors, je disais, mais dans une interview que j'avais réussi à faire passer sans l'aval de Matignon, donc ça, je reconnais que j'avais été... Vous aviez un peu fauté? Non, pas fauté. Oui, mais pour la bonne. Non, voilà, j'avais pas envie d'être. Vous avez pris vos libertés. Voilà, en disant que c'était le printemps arabe, cette révolution faite par la jeunesse, n'avait pas à être volée par les islamistes. Et à l'époque, je me doutais pas que El Nour et les frères musulmans allaient faire autant de scores, avaient fait un score aussi élevé. Et donc en disant, donc pour cela, ça m'a valu une avoinée, y compris de Matignon et du ministère des Affaires étrangères. Et donc on le savait ça, mais à l'époque en fait, on se sentait tellement coupable d'avoir cette nuit les Ben Ali, les Moubarak, que aller saluer la jeunesse des frères musulmans, c'était
quelque chose de progrès. Il ne comprenait pas ce que je disais. Je disais, mais c'est pas possible. Et je disais, et quand je faisais quand même quelques déplacements, les ambassades me proposaient de rencontrer les jeunesses des frères musulmans. Je dis, mais ça va pas la tête, je les rencontrerai pas. Ouais. Moi, j'étais contre les rencontrer. Ouais. Donc après. Allez, nous allons poursuivre. Merci Florence pour votre appel et cette discussion avec Jeannette Bougrabe. Beaucoup d'autres appels au 0826 300 300 qu'on va prendre dans un instant après une courte pause, et nous sommes ensemble encore quelques minutes avant de retrouver Valérie Expert. Tout de suite. 9h. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Un silence de mort, la sale guerre oubliée de Yémen aux éditions du Cerf avec Jeannette Bougrabe ce matin. Oui, avec les auditeurs Ahmed dans un instant et Philippe, d'abord de Nîmes qui est avec nous avec Jeannette Bougrabe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Roger, bonjour Cécile, oui. Bonjour Jeannette. Bonjour. Content de vous entendre, de participer avec vous au débat. C'est gentil. Et voilà, très content. Oui. Alors, vous voulez revenir est-ce que sur quoi ? Sur la laïcité ? Sur la laïcité, alors la laïcité, parce que je suis encore papa de deux enfants qui sont un en cours élémentaire et puis l'autre en cours préparatoire. Et je voulais dire que la laïcité, déjà rappeler quelque chose, parce qu'on a tendance, à mon avis, à tout mélanger. La laïcité, c'est le principe de séparation dans l'État, de la société civile et de la société religieuse. Et d'autre part, si on regarde bien les définitions, l'impartialité de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Personnellement, à l'école, quand j'emmène les enfants, je vis avec les enfants, j'ai un cancer, donc je m'occupe de mes enfants. Je ne sais pas m'en plaindre. Les enfants sont intégrés, ils s'entendent entre eux. Il m'est arrivé une année, je crois que c'était l'année dernière, où quand on a eu un problème avec un petit Africain qui, du coup, on est allé voir la directrice et on l'a signalé. La directrice a fait une mise au point, a appelé les parents, et terminé, tout est rentré dans l'ordre, et voilà. Je pense que ce gouvernement, en fait, c'est un gouvernement de pyromane, qui gère très mal la France, qui essaye maintenant de s'habiller avec un costume RN, beaucoup trop grand pour eux, parce que ils cherchent des voix, les élections arrivent dans un an et demi, et ils nous divisent, alors que finalement on n'est pas si mal organisé que ça. Alors c'est sûr qu'il y a des mises au point à faire, mais je crois que c'est aussi à chaque parent d'écouter les enfants, de poser des questions au retour à la maison, et puis après, s'il y a besoin, d'aller faire une mise au point avec la directrice qui, elle, est le représentant quelque part de l'État au niveau de l'école, qui a fait une mise au point, mais notre organisation n'est pas si mauvaise que ça finalement. Oui, mais vous comprenez bien, Philippe, qu'il y a quand même certaines écoles, certains endroits où c'est compliqué de faire entendre les choses, quoi. Oui, nous, nous, ils sont dans une école publique. Où très sincèrement, des fois, je le dis, sans aucune méchanceté, je le dis des fois, qu'est-ce qu'il y a comme Africain dans cette école ? Qu'est-ce qu'il y a comme... alors, les musulmans, pas tellement, les Arabes, j'aime pas trop dire les termes des Arabes. Mais vous pouvez le dire à Jeannette Bougrabe, sans aucun problème. Je suis d'origine arabe, vous savez. Tout ça cohabite bien, finalement, quand on regarde bien. On s'entend avec les parents, on discute tous ensemble. Mais c'est à la directrice de faire une mise au point. À un moment donné, c'est difficile. Le président des Français, il n'a pas à faire un appel du Liban pour soutenir les caricatures. Ça aurait dû être, je sais pas moi, Le Drian ou n'importe qui d'autre, mais pas le président. Le président, c'est le président de tous les Français. Là aussi, c'est pareil. Je reviens toujours au même problème. C'est que ce sont le président ne devrait pas prendre position. Alors, c'est ce que vous dites un peu, Philippe. C'était pas lui, c'était un ministre qui aurait dû le faire, mais pas lui. Jacques Chirac, quand il a dit je n'irai pas en Irak, j'ai 5 millions de musulmans chez moi, je vais pas mettre le feu chez moi. Voilà, c'est votre problème, les Américains, démerdez-vous. Mais voilà, c'était pas lui, il a été élu pour être le président de tous les Français. Philippe, Jeannette Bougrabe va vous répondre et dialoguer en fait avec vous. Non, mais
Je pense que peut-être que vous avez lu il y a presque 20 ans, je pense, c'était le collectif qui avait fait le territoire perdu de la République. C'était sous le pseudonyme d'Emmanuel Brenner, et derrière il y avait notamment, c'est un collectif d'enseignants qui expliquaient en fait leur quotidien dans certains territoires en France où on ne pouvait plus enseigner un certain nombre de sujets, de matières, et je pense notamment à la Shoah. Et donc du coup, cette déliquescence en fait touche également l'école. Elle n'est pas épargnée. Et le problème, c'est qu'on laisse souvent les directeurs d'établissement, les professeurs, un peu seuls. Et ce qui est arrivé à ce pauvre enseignant, c'est que d'une certaine manière, la hiérarchie n'a pas été de son côté. Il y a eu 11 jours où cet enseignant a dû aller au commissariat puisque la famille avait porté plainte, retour lui-même porte plainte. C'est pas normal cela. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, et c'est normal quand on est faible, il y a toujours des espèces d'attaques des islamistes pour voir jusqu'où en fait on est capable de tenir. Et la digue a cédé. Et vous voyez, la première chose qu'on essaye de toucher, c'est l'école. Vous savez, on parle beaucoup de la Turquie. Vous savez ce qu'a fait Erdogan il y a au moment du putsch avorté en 2016, il a épuré les livres scolaires. Il a sorti des livres de l'école. Il a supprimé la théorie de l'évolution. C'est comme ça, en fait, que les fascistes gagnent le pouvoir. Donc l'école, c'est pas négociable, c'est un sanctuaire. Et le problème, c'est vrai, c'est que les enseignants sont souvent laissés, en fait, tout seuls. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une classe? Vous avez c'était pas 60 mètres carrés dans une salle de classe. Donc là, et quand vous êtes jeune enseignant, vous savez qu'un fonctionnaire stagiaire, en gros, qui vient de réussir la grecque, est à 1 700 €. Il a 33, 34 élèves. Ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Leur dire, écoutez, il faut quand même se rendre compte de cela. Aujourd'hui, la question de l'autorité dans les salles de classe, c'est pas, on n'est plus sous la Troisième République avec les hussards noirs, où effectivement, mais ils avaient beau être 5 ans dans la classe. Magique. Oui. C'est une réalité. Et il y a aussi ce brassage qui fait qu'on vient. Voilà, vous avez raison. Il y a aussi le fait qu'il y a des flux migratoires, qu'on n'a plus nécessairement la même histoire, donc on doit avoir un socle commun. Il faut pouvoir l'apprendre. Voilà. Ouais, allez, merci Philippe. Ensuite Cécile. Donc c'est Ahmed. Ahmed qui est avec nous. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour Jeannette. Vous êtes de Brive. Je suis de Brive, je suis ambulancier à Brive. Donc voilà, moi je suis français naturalisé. Donc ça fait une quinzaine d'années que je vis en France. Donc j'ai acquis et j'ai épousé les valeurs de la République. Vous êtes venu d'où, Ahmed? Du Maroc, je suis originaire du Maroc. Donc pour moi, hier, en fait, j'étais étonné, vraiment surpris d'apprendre effectivement que notre président a consacré un interview à Al Jazeera. Oui. Et connaissant très bien cette chaîne, donc je me demande en fait quelle est cette raison qui a poussé notre président à accorder un interview à cette chaîne qui a toujours encouragé justement l'extrémisme religieux, alors qu'aujourd'hui en fait cette religion qui est l'islam vit actuellement justement en fait un questionnement. Il y a un vrai questionnement au sein des pays musulmans. Donc aujourd'hui en fait vous avez plusieurs centaines de milliers de jeunes musulmans qui deviennent athées dans les pays musulmans parce qu'ils ne trouvent plus de réponse en fait. Cette religion n'apporte plus de réponse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans un moment crucial. Ce qu'a vécu le judaïsme, ce qu'a vécu le christianisme, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que vit aujourd'hui cette religion. Donc c'est une nouvelle lecture, une lecture contemporaine. Aujourd'hui, en fait, tous les penseurs musulmans commencent justement à adhérer à cette idée qu'il faut une nouvelle lecture contemporaine parce que commencer à appliquer des lectures qui datent du 7e et du 8e siècle n'apporte plus de résultats. Après, revenons en France. La France, on est un pays laïque. Justement, moi je suis musulman, mais je ne me dois pas de dire que je suis musulman. Avant tout, je suis citoyen français. Donc je dois d'abord respecter la loi, respecter les valeurs de mon pays qui est la laïcité. Je ne me dois pas d'imposer mes idées à l'autre. Aujourd'hui, quand on commence justement à assimiler l'islam aux musulmans, je trouve que c'est de la discrimination. On peut être musulman, mais on peut être contre les valeurs
inculqué par des imams ou par des mosquées, n'importe où. Chacun est libre d'interpréter le texte à sa façon. Déjà, en fait, le Coran, moi, je maîtrise très bien l'arabe littéraire. Déjà, en fait, Dieu n'a pas demandé à Mahomet, dans le Coran, de traduire le Coran. C'est qu'il a laissé la liberté à chacun de lire et d'interpréter à sa façon. Ça veut dire qu'un Japonais qui vit au Japon peut lire le Coran et l'interpréter à sa façon, c'est-à-dire dans la situation, dans l'environnement où il vit. Donc, moi, j'ai peur, justement, que ce rapprochement du président de la République vers ces États je dirais même que dans 30-40 ans, il n'y aura plus de pétrole, donc il n'y a plus d'intérêt géostratégique avec ces pays. Mais en se rapprochant de ce dogme wahhabite, de ce dogme très extrémiste de la religion musulmane, j'ai peur que ça va apporter des fruits, je dirais, très, très amers à notre société, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin justement de personnes laïques qui peuvent justement apporter, consolider les principes de notre République, parce que notre République n'est pas là pour inculquer une religion, elle est là pour protéger tous les citoyens et pour protéger les valeurs qui sont liberté d'expression, liberté de conscience, et chacun est libre d'épouser des valeurs et de rejeter les valeurs et de prendre d'autres. Mais par contre, la loi, les principes de la République ne doivent jamais être, je dirais, elles doivent toujours être consolidées. Et où, malheureusement, quand on se rapproche de ces pays, quand on commence justement à épouser, à consacrer des interviews à ces chaînes-là et à ces pays, franchement, pour moi, c'est inadmissible. Merci Ahmed de cette réflexion qui rejoint un peu forcément la vôtre, Jeannette Bograb. Bien sûr, parce que restez en ligne avec nous. Parce que je suis très surprise en réalité, par exemple, puisque la France vend pour des milliards d'euros à ces pays-là, qui font la guerre ailleurs, qui financent, par exemple, sur 9 ans, la France a vendu pour plus de 11 milliards d'euros d'armes à l'Arabie Saoudite, sans compter les Émiratis. Et donc, du coup, c'est cette fameuse guerre au Yémen que vous évoquez dans votre livre. C'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont morts. On participe à un blocus alimentaire et le Covid n'a rien empêché les bombardements. On a détruit en fait ce pays exceptionnel, vieux de plusieurs millénaires. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, même au moment de l'assassinat, puisque les Saoudiens ont assassiné un journaliste dans une enceinte diplomatique à Istanbul, au consulat, et l'ont dépecé comme une vulgaire barbaque de viande, jamais à un moment, en réalité, la France ne s'interroge sur son partenariat avec l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émiratis. C'est quand même très surprenant. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand il s'est agi de l'Ukraine et de la Russie, la France a suspendu, en fait, a mis fin à des contrats de vente d'armes. La France, ne fait pas ça. Et donc, dire qu'on veut lutter contre l'islamisme et le terrorisme et s'allier avec ceux qui l'ont financé et qui ont donné les outils idéologiques à cela et qui contribuent aujourd'hui à être à l'origine de la plus grave catastrophe humanitaire au Yémen, eh bien, ça me donne la nausée. Voilà. Merci. Je vous conseille justement ce livre, Un silence de mort, Jeannette Bograb. Merci d'être venue, d'avoir passé ce temps et d'avoir répondu en fait aux auditeurs. Vous étiez nombreux à nous appeler encore. On vous donnera de nouveau la parole tout à l'heure avec Valérie Expert, 10h à midi. Ensuite, André Berkoff ce midi à 14h. Tiens, il a beaucoup de sujets, mais il recevra notamment Philippe Douste-Blazy. On va reparler évidemment du Covid avec le livre qui vient de sortir. Et puis on continue évidemment cet après-midi.